On y va? Bonjour tout le monde et Bonjour. merci beaucoup Hello. d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Remarques. Merci d'être au rendez-vous. Pour ceux qui étaient déjà là à l'épisode précédent, on avait commencé à vous parler d'influence et plus spécifiquement d'incarnation. C'est un vaste sujet qu'on a l'habitude de travailler à l'agence et qui pourrait mobiliser pas mal d'épisodes. On a commencé par 2. Donc aujourd'hui, on va continuer à vous parler d'incarnation. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur les voix qui comptent. Je suis avec Camille Yeli, qui nous a rejoint assez récemment chez Rébellion pour justement prendre le lead sur ces questions d'influence et d'incarnation, en tout cas sur les réseaux sociaux, comment on arrive à traiter notre stratégie d'influence, notre stratégie de contenu et comment on arrive à choisir les bonnes voies pour porter notre marque. Et moi, je suis Aude Legré, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je m'occupe de la stratégie à l'agence depuis un certain nombre d'années et du bureau tendance qui est intégré chez Rébellion. On va vous parler des voix qui comptent. Ne vous inquiétez pas, si vous n'étiez pas là à l'épisode précédent, vous n'avez rien loupé. On va continuer à discuter d'incarnation, mais cette fois sous un autre angle. C'est une suite, mais ça se comprendra très clairement. Allons-y, Chloé. People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone. Ceux qui ont été des grands fans de cette série savent que la publicité a légèrement changé depuis et heureusement, aujourd'hui, ce qui reste encore très présent, c'est qu'évidemment, l'incarnation et la voix qu'on va donner à la marque reste absolument essentiel. On sait très bien que le choix de qui va parler, de qui porte notre marque est extrêmement important. Au contraire, on a pas mal évolué depuis cette série et on sait qu'aujourd'hui, on va avoir vraiment une importance considérable aux ambassadeurs, aux incarnations et aux voix qui portent notre marque. Toutes les marques sont obligées de parler, toutes les marques parlent, qu'on le veuille ou non. La vraie question, c'est pourquoi, pour dire quoi et à qui. Ce qu'on a voulu faire dans cet épisode avec Camille, vous allez le voir, c'est vraiment de se dire que quand la plupart de nos clients vont traiter un sujet d'incarnation, dès qu'on est sur ce type de sujet, on a tendance à se ruer tout de suite sur qui choisir en fonction de sa notoriété, de son nombre de followers, de sa visibilité, tendance ou pas dans son secteur. On a vraiment tendance tout de suite à se ruer sur choisir la bonne personne et on prend peut-être pas suffisamment de temps en amont pour se poser la question côté marque, quelle est finalement la motivation du choix de l'incarnation? Qu'est-ce qu'on veut en faire? À quoi va nous servir ce levier d'incarnation? Qu'est-ce qu'on veut faire porter? Et on va vraiment se concentrer sur ça aujourd'hui. Vous allez le voir, c'est de prendre ce moment de réflexion et de se dire que le choix d'une incarnation, c'est avant tout un choix stratégique et ça doit se faire par rapport à une intention. On pense que l'incarnation, ça ne commence pas par un visage directement, ça commence vraiment par une intention claire de la part de la marque. Et on a essayé de créer une sorte de grille qu'on utilise en fait, en tout cas on vous l'a résumé aujourd'hui, mais on utilise une grille chez Rébellion pour accompagner nos clients où on a listé un certain nombre de motivations liées à l'incarnation et on a essayé de résumer ça pour le remarque d'aujourd'hui autour de 3 grandes dynamiques qui peuvent nous permettre de un petit peu mieux circuler dans ces intentions qui peuvent amener au choix de la bonne incarnation pour la marque. Ça va se résumer autour de 3 grandes dynamiques. La première, c'est vraiment autour de la légitimité de la marque, autour des leviers de croyance, de véracité. Aujourd'hui, en qui on a confiance, qui sont les visages de l'expertise, de la légitimité, de la crédibilité. Et on est vraiment sur Keep It Real, c'est-à-dire des marques qui doivent à chaque fois essayer de renforcer leur figure d'expertise, leur légitimité. Et on est vraiment sur le premier levier. On choisit une incarnation qui va être source de confiance, de crédibilité par rapport à son secteur ou son expertise. Et dans cette famille-là, vous allez le voir, il y a pas mal de raisons, encore une fois, de choisir une incarnation, mais ça va être la première dynamique.
Et je vous parlerai des 2 autres pour la suite, une intention peut-être plus affinitaire. Et puis derrière, vous allez le voir, peut-être plus de l'ordre de la surprise, de la créativité et des choix d'incarnation qui sortent clairement de choix consensuels et qui vont vraiment venir dynamiser la marque pour la dernière partie. On commence par qui? Keep it real. Bonjour. Quand l'influence devient source de confiance. Et là, je vais laisser la parole à Camille pour cette première partie. Merci Aude. Donc dans cette première partie, l'idée c'est de se dire qu'une marque, avant d'être aimée, elle a besoin d'être crue. Et aujourd'hui, dans un monde saturé d'avis, de contenu, la crédibilité est un enjeu central. Et cette crédibilité, elle peut passer par différents niveaux d'incarnation et en tout cas de différentes personnes qui peuvent porter ces messages. Et souvent, ça passe par des paroles d'experts, de fondateurs, de pairs qui savent de quoi ils parlent et qui prêtent leur légitimité à la marque. Et c'est ce qu'on va aborder dans cette partie. Nous sommes Colline et Mao, 2 pharmaciens, et nous sommes les fondatrices de La Rosée. Donc l'influence par ordonnance, rassurer et crédibiliser en misant sur la transparence et la légitimité. La Rosée et cette courte vidéo le montrent complètement. Les fondatrices sont pharmaciennes. Elles s'expriment avec la légitimité de personnes qui savent de quoi elles parlent. Et elles endossent du coup un double rôle au sein de leur marque, celui d'entreprendre et surtout de celui d'être prescriptrice de leur marque et surtout de crédibiliser les produits qu'elles sortent parce que du coup, comme elles savent comment ils sont fabriqués, comment ils sont pensés, elles ont la bonne ordonnance à prescrire aux communautés et en tout cas aux consommateurs. Et ça, c'est un gage c'est rassurant pour les consommateurs de savoir que la marque, elle est portée par des pharmaciennes. C'est rassurant, c'est transparent et du coup, ça crée cette proximité et la confiance de marque. Parfois, les fondateurs ne sont pas forcément experts et du coup, l'influence, ou en tout cas, on a besoin d'incarner cette parole d'expert. Et c'est ce qu'on voit là dans d'autres exemples. C'est des personnes qui sont connectées à la marque ou qui gravitent autour, à la marque ou à des fondations, comme on peut le voir là, et qui viennent justement porter ces messages de rassurer, crédibiliser ou en tout cas donner autorité. Et là, dans les exemples, on voit, par exemple, pour la fondation Alzheimer, on a un médecin qui vient du coup justifier un petit peu le pourquoi c'est important. Il est dans un costume noir, il reprend les codes de la fondation, enfin, il est sur un fond violet qui sont les couleurs de la fondation, et c'est pour justement montrer à quel point il faut faire attention. Et là, ça vient crédibiliser, ça vient donner cette caution qu'on cherche à avoir et que la fondation n'a pas forcément par ses fondateurs. Pareil, on voit l'exemple de Violette qui est une make-up artiste et qui est la make-up artiste de Guerlain. Et du coup, pour Guerlain, elle est la caution de la marque. Et donc, elle présente un lifestyle de marque. Et ça, c'est aussi rassurant. Et dans le dernier exemple, on le voit pour La Rosée, pour Respire, pardon. On connaît très bien Respire par sa fondatrice qui est entrepreneur. Et par contre, sur ses réseaux sociaux, on voit que souvent, assez régulièrement, elle met en avant des dermatologues, des experts santé, bien-être qui viennent justement crédibiliser et donner cette ordonnance aux consommateurs et aux communautés. Pour toujours rassurer et pour montrer un peu, pour rassurer les communautés, les consommateurs, le fondateur a un rôle important à jouer et souvent il a toute la légitimité dans la genèse. On retrouve en tout cas la légitimité de sa marque dans la genèse du projet et c'est les 2 exemples qu'on va voir ici. Plutôt que d'écrire concrètement et noir sur blanc pour cheveux crépus ou pour cheveux frisés, les gens préféraient utiliser des mots comme fragile, cassant ou ultra sec. Et donc là, je trouvais que la meilleure façon de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'était de créer une application. Pour moi, l'application, c'était un pied à l'étrier, mais je me disais bien que la vision de Too Good To Go, c'est une planète. Ces 2 fondatrices sont sur des terrains qui ne sont pas forcément complémentaires. C'est deux exemples qui viennent illustrer ça.
Ce sont des fondatrices qui ont lancé leur marque en réponse à une nécessité personnelle ou à une conviction forte. Lucie Bache s'engage après des années passées chez Nestlé pour le gaspillage alimentaire. Elle crée Too Good To Go pour répondre à cette problématique de gaspillage. Après, elle crée Poppins, pareil, toujours dans la continuité de lutter contre le gaspillage de matériel. Et ça, c'est une conviction forte qu'elle porte en tant qu'entrepreneur engagé. Et c'est ce que les consommateurs aujourd'hui recherchent aussi dans la parole de fondateurs, c'est de pouvoir s'engager pour des combats ou en tout cas sur des sujets. Et Kelly Massol, elle fonde des Secrets de Loli pour répondre à un besoin non adressé sur le marché, des cheveux texturés, pour lequel elle est complètement concernée. Ce qui rend la parole puissante dans ces exemples-là, c'est qu'elle s'enracine du coup dans la genèse même des projets de marque. Et ça, c'est un gage de confiance complet. Si tu veux rebondir par rapport au Secret de Loli, n'hésite pas. Effectivement, sur la partie rôle du fondateur, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, notamment pour accompagner les Secrets de Loli, mais aussi pour d'autres problématiques de marque. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que c'est un vaste sujet là aussi. En termes d'incarnation, quel rôle doit porter le fondateur dans la stratégie de marque et surtout à long terme, parce que parfois ça peut être le levier de légitimité sur la création de la marque et puis petit à petit par rapport à son stretching et à l'ampleur que la marque peut prendre, ça peut être un peu limitant ou ça peut être dépassé et très souvent les fondateurs ont besoin de s'entourer d'autres incarnations pour venir compléter leur expertise ou leur légitimité. C'est un sujet qu'on a beaucoup traité en effet pour différents clients à l'agence, mais on est vraiment complètement dans cet objectif-là de venir crédibiliser les lancements des nouveaux produits en s'associant à de nouvelles expertises ou en misant sur le fondateur si il ou elle est légitime sur ce secteur d'expertise. On est vraiment sur tout ce qui donne de la crédibilité, des raisons de croire à la marque. Et comme vous l'avez vu, ça peut être aussi un engagement pour une cause. C'est pas forcément une expertise métier. Ça peut être simplement une bataille, un sujet que le fondateur ou la fondatrice a traité et continue à traiter depuis longtemps. Et c'est pour ça, surtout à l'heure où on entend beaucoup parler du personal branding, de la place des fondateurs dans les sociétés, il y a beaucoup d'exemples qui le montrent et il y a beaucoup de manières d'incarner sa marque. Et on le voit là sur d'autres exemples. Pauline Léniaud, elle a construit Gemio sur un constat, un manque dans le secteur de la joaillerie. Elle parle de ses expertises entrepreneuriales sur des podcasts. Violette, qu'on retrouve dans cet exemple-là aussi, puisqu'après avoir façonné des marques, enfin travaillé pour des marques de cosmétiques pendant des années, elle a lancé sa propre marque. Et du coup, c'est des choses comme ça qui viennent crédibiliser les marques. Et finalement, la parole du fondateur est clé là-dedans. Et ce qui est intéressant de voir aussi dans pas mal d'exemples, notamment celui de Violette, c'est qu'elle continue à être la make-up artiste de Guerlain et en même temps, elle porte sa propre marque en étant évidemment la légitimité en tant que make-up artiste de sa marque homonyme. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et il y a là aussi une gestion de la porosité entre les deux. Comment elle peut utiliser les contenus et les prises de parole de Guerlain en tant que make-up artiste dans son univers de marque et inversement. Donc on voit aujourd'hui encore une fois que ce terrain de légitimité, il vient accompagner aussi l'évolution des personnalités. S'ils ont plusieurs activités, comme le disait Camille, il y a du personal branding, il y a des causes qui évoluent. Kelly Massol, c'est ça aussi. Elle a énormément d'activités en parallèle des Secrets de Loli et il s'agit de gérer qu'est-ce qui fait partie de la marque, qu'est-ce qui fait partie du personal branding et comment on arrive à mieux intégrer ces différents univers pour préserver l'univers de marque et ne garder que ce qui sert à la marque ou ce qui est porteur en tout cas de valeur positive pour la marque. Avant même d'essayer de faire grossir leur entreprise, elles ont cherché à connaître le plus parfaitement possible leurs clients cibles. Et ça fait que toutes les premières clientes de Dijon, elles les connaissent quasiment personnellement. Elles ont parfois passé plus d'1 heure au téléphone avec elles. Le témoignage des pairs est capitalisé sur justement ces communautés qui sont là depuis le début ou sur les consommateurs qu'on cherche à atteindre en tant que marque. C'est aussi clé pour assurer. Et c'est pas uniquement une stratégie marketing. Et pour Dijon, on le voit bien. Elle pourrait être, c'est la complexité un petit peu de cet exercice, c'est que par exemple Dijon, qui est une digital native brand, qui est venue par les réseaux sociaux, elles ont lancé leur marque en capitalisant sur du personal branding, sur une histoire de vécu, parce que l'une des deux avait des problématiques de maux de ventre. Mais au tout début, elles ont surtout créé une relation de confiance avec leurs consommatrices,
en les appelant tous les jours, comme le montre ce témoignage-là. Et en fait, plus qu'en faire des arguments comme ça, c'est tous ces commentaires de la communauté qu'elles ont mis en avant sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet et surtout sur les échanges qu'elles créent avec elles. Ce qui faisait qu'en tant que juste consommatrice, utilisatrice d'Instagram, ce que je voyais, c'était des personnes qui parlaient de leurs maux de ventre et des personnes qui n'étaient pas des influenceurs, mais des personnes qui étaient plutôt comme moi. Et du coup, on se reconnaît dans ces sujets et ce qui crée la confiance avec la marque. Et en plus de ça, derrière, il y a eu tout le discours autour des problématiques de l'une des fondatrices, des justement experts sur l'univers, dans l'univers médical qui venaient crédibiliser encore plus les produits, ou en tout cas la qualité des produits. Mais c'est ce qui fait que du coup, aujourd'hui, on se reconnaît, tout le monde peut se reconnaître sur cette marque-là, ou en tout cas sur ces marques qui capitalisent sur les consommateurs. On en avait beaucoup parlé la dernière fois, vous le voyez, l'idée de crédibiliser la marque ou d'ajouter de la légitimité, c'est vrai que c'est aussi lié un peu à un effet de mode. On a eu beaucoup la blouse blanche, l'expert, le laborantin pour essayer d'amener une dimension scientifique, une dimension d'expertise de pointe ou une dimension d'innovation parfois dans les incarnations qu'on va choisir pour la marque. On a eu la tendance à au contraire renoncer un peu à ça pour être plutôt du côté des pairs, PIRS, comme on vient de le voir, et des consommateurs qui étaient plutôt une source de crédibilité, ou en tout cas les clients étaient plutôt fans d'avoir l'avis d'autres clients ou de gens convaincus qui leur ressemblaient plus. On se rend compte aujourd'hui, ce qu'on avait pas mal traité la dernière fois, qu'il faut surtout être pluriel dans ces incarnations et il faut surtout jouer sur différents leviers à certains moments de l'évolution de la marque. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que même dans l'intention de donner de la crédibilité, de la légitimité, de rendre la marque encore plus convaincante, encore plus réelle, on a différents leviers qui peuvent être cette blouse d'influence par ordonnance, cette incarnation plutôt vraiment de la figure d'expert, celui du fondateur ou de la fondatrice, mais aussi ceux des clients. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à conjuguer ça en fonction des moments, des différents points de contact entre la marque et les clients qu'on cherche à adresser, et d'articuler tout ça pour avoir encore une fois des incarnations, des ambassadeurs pluriels qui viennent jouer sur différents leviers de crédibilité. Donc ça, c'était notre première partie. On voit que les marques peuvent être experts, avoir un fondateur ou une fondatrice de génie ou un ingénieur de génie. À un moment, la parole ne suffit plus à prouver et on doit passer à un autre levier qui est celui qui est plutôt affinitaire. La marque doit faire ressentir, doit jouer sur un levier plus émotionnel. Et c'est la deuxième partie qu'on a appelée Make It Close. L'idée ici, c'est plutôt de choisir des incarnations qui vont vraiment créer de la proximité, de l'affinité relationnelle avec la marque, d'humaniser, de rendre la marque tangible, proche de nous, de vraiment immédiatement identifier que cette marque nous parle à nous. Et là encore, on a l'impression que le raccourci de se dire « je dois être en tant que marque un miroir de la communauté que je cherche à adresser », c'est pas forcément toujours la seule stratégie à suivre. Aujourd'hui, c'est pas le niveau d'influence, le nombre de followers qui compte uniquement, mais vraiment cette capacité à créer du lien. Et on voit que ce défi de créer du lien et d'être affinitaire avec la marque, ça va être aussi de choisir des incarnations non pas en fonction de leur nombre de followers, mais en fonction aussi de la réalité de lien qu'ils peuvent avoir avec la marque. Plus les gens sont réellement convaincus, plus les gens ont une histoire avec la marque, plus en général ils sont assez convaincants sur cette main tendue affinitaire qu'on peut créer avec les publics. Et je laisse Camille vous présenter cette deuxième partie. Dans ce premier exemple, dans l'idée de justement travailler toujours la proximité, c'est de montrer l'une des clés, surtout par les marques, qui est vraiment très bien préemptée par les marques de luxe, c'est de montrer un petit peu les coulisses et de rentrer un petit peu dans le quotidien de l'artisan, du designer, ou en tout cas de la marque, pour justement donner un petit peu à voir ce qui est inaccessible. Là, par exemple, sur le cas de Cédric Grolet, son compte Instagram, c'est une vitrine de son magasin. Et il joue beaucoup sur, il est sa propre marque, il est son ambassadeur principal, il est son plus grand influenceur. Et en fait, lui, pour le coup, pour montrer les coulisses, il joue beaucoup du format.
Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui va créer de la proximité et de l'adhésion auprès des consommateurs et des communautés. Et on le voit bien sur le taux de vues qu'il peut avoir, sur ce nombre d'abonnés, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, et sur les taux d'engagement qu'ils peuvent avoir par rapport à ces réels. Et son quotidien, en tout cas ses coulisses, donnent à voir un petit peu ce côté inaccessible, parce que tout le monde ne peut pas forcément s'acheter des pâtisseries et de rigoler tous les matins, mais par contre, tous les matins, on peut regarder ces réels et se sentir un petit peu plus proche de ça, ou en tout cas, ça donne envie, et surtout, ça crée de l'affect avec ce personnage qui peut parfois être un peu inaccessible. Jouer sur les coulisses, pour le coup, comme je disais juste avant, c'est quelque chose qui est très, surtout dans l'univers de la mode, qui se fait beaucoup. Et Jacques Mus ou le fondateur d'Ami l'ont très bien fait dès le début des lancements de la marque. Simon porte Jacques Mus. Jacques Mus, c'est le nom de sa mère. Qui est décédé, et tout le storytelling de sa marque, et en tout cas tout le lifestyle de sa marque repose sur lui. Et quand il crée des défilés, quand il se marie, quand il porte des combats, sa marque le porte aussi. Et du coup, c'est ce qui crée cette proximité directe. On est attaché à Simon, et du coup, on est attaché par extension à la marque. Et Alexandre Matussi, par rapport à Ami, même lui, dans ses discours, il se présente vraiment comme un commerçant avant d'être un designer, et la mise en place d'un pop-up où il vient directement, justement, il s'ouvre sur Paris, s'ouvre sur les commerçants, s'ouvre sur les gens. Ça renforce un petit peu cette proximité et ce côté, je montre un peu les coulisses et le quotidien. Ensuite, se rapprocher, c'est aussi porter des messages de ces communautés, ou en tout cas se montrer comme une marque engagée. Alors forcément, on ne s'engage pas pour tout et pour n'importe quoi, mais quand on est Tinder, c'est attendu par les communautés qui consomment l'application. Et justement, pour les comprendre, pour montrer qu'en fait, on comprend les communautés qui sont présentes sur ces applications-là, quoi de mieux que de s'associer à des ambassadeurs, à des designers, surtout dans des pics d'audience comme la Paris Fashion Week, pour justement montrer qu'on soutient la cause, par exemple, LGBTQ+. Et c'est ce qui a été fait à 2 reprises. Tinder s'est associé à Willy Chavaria et a lancé pendant la Fashion Week, c'était montré pendant le défilé, un suite avec des messages forts qui montraient justement le soutien de l'application sur la cause. Et pareil avec Jeanne Friot. Et là, ces créateurs, par le biais de ces créateurs, la marque Tinder donne une autre voix à ces discours-là. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est important. Et la marque seule n'aurait pas pu incarner ces messages-là. Tout est virtuel depuis tout ce temps. Ouais. Et les GP Explorer, ça a été la première fois, enfin, dans ces proportions-là en tout cas, que ça devenait réel, quoi. Que Avec face à des moi, milliers, des milliers, de milliers de personnes sur ce circuit. Bon, alors, on en avait déjà parlé sur l'épisode précédent, l'Hôtel Mafouf, les GP Explorer, tous ces événements digitaux. Quoi de mieux que célébrer les communautés, de faire des rencontres en vrai, de passer de l'écran à l'événement pour justement créer du lien. Et c'est ce que font très bien les youtubeurs, en tout cas les créateurs de contenu l'ont très bien compris. Et c'est ces moments où, en tout cas, là c'est des exemples de créateurs, mais les marques aussi, à partir du moment où elles descendent dans la rue, où elles font des pop-up, elles créent des moments de rencontre, de proximité. Et ça, c'est faire ressentir l'intensité collective, et c'est vraiment se rapprocher au plus proche de ses consommateurs, ou en tout cas de ses fans. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans ces formats-là. Et plus que c'est intéressant, en fait, c'est surtout des choses qui marchent et qui performent de manière incroyable sur les réseaux sociaux, encore plus, mais sur le GP Explorer 2, je crois, en tout cas en 2023, les places ont été vendues, on parle de 60 000 places qui ont été vendues en moins de 30 minutes, de 4,35 millions de spectateurs uniques. Enfin, c'est des chiffres énormes, donc qui montrent à quel point les communautés ont besoin de moments de rencontre, et plus que les communautés, finalement, les consommateurs. Effectivement, on va le voir, ce levier d'affinité sur les incarnations, c'est extrêmement important. Les incarnations, on doit se sentir proche d'elles à la fois à travers les prises de parole sur les réseaux sociaux, les rendez-vous réguliers avec la marque dont on va parler juste après.
J'insiste aussi sur ce point de rencontre dans la vraie vie. C'est vrai on les sous-estime parfois, mais on voit un réel besoin de rencontrer sa communauté ou de rencontrer le fondateur ou de rencontrer l'égérie d'une marque dans la vraie vie. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important pour les différents publics qu'on peut traiter, jeunes générations compris. On a toujours tendance à croire que on ne parle qu'écran à partir du moment où on parle aux jeunes générations. C'est faux. Il y a vraiment besoin de créer cette complicité, cette affinité et énormément d'engouement pour rencontrer ces égéries ou rencontrer ces ambassadeurs de marque en vrai. Dans cette troisième partie, on va voir des intentions beaucoup plus larges, ou en tout cas de créer plutôt de la surprise dans son choix d'incarnation. C'est vrai que très souvent, les marques vont choisir des ambassadeurs qui sont à leur image. Le fondateur, on en a parlé, l'expert, celui qui va porter encore une fois sa légitimité, ou il va s'associer à des influenceurs qui ont énormément de notoriété à un moment donné, ou qui sont très proches de l'univers de marque. Ça paraît être la solution de facilité. Très souvent, elle est justifiée, elle est performante. Ici, on va voir que on peut vraiment étendre sa zone d'influence, sortir de sa zone de confort en termes d'influence, et étendre sa zone d'influence culturelle pour surprendre, pour aller sur des formats peut-être plus créatifs ou des choix ou des intentions plus créatives en termes de marque, et venir encore une fois renouveler la proposition de marque à travers ces choix d'incarnation. Le premier exemple, c'est ici plutôt dans le format qu'on trouvait assez original de cette marque de joaillerie new-yorkaise qui s'appelle Alexis Bitard, où ils ont fait des formats un peu clip à la verticale qui suivent un duo avec Margot, résidente de longue date à New York. Le titre de la série, c'est Long Time Upper East Side Resident, et son assistant personnel, Hazel. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on rentre vraiment quasiment dans des personnages de série qu'on va retrouver par rendez-vous sous ce format de clip extrêmement régulièrement et surtout sur le long cours. Donc là, on est vraiment dans presque une intention de créer une régularité, de mettre un certain temps avant de rentrer en affinité avec ces personnages, mais on est vraiment quasiment en train de s'inspirer du monde de la série où on va petit à petit s'habituer à ces conseils extrêmement stricts de style, de la richesse et du style de ce duo improbable. Et on est vraiment dans quelque chose de plus original sur le long cours. Et là encore, ce qu'on trouve vraiment intéressant, c'est qu'on va complètement s'inspirer du temps nécessaire pour créer de l'affinité avec un personnage dans le monde des contenus et des séries. Et on est complètement dans la même logique pour la marque, en essayant d'identifier la marque à travers des personnalités et un style extrêmement affirmé. Dans l'exemple... ah oui, il y a un petit... Make sure you leave him a tip. Leave him a tip. C'est pour vous montrer un peu le type de personnalité. Birdie, she's a little feisty today. Yes, well, she takes after her mother. I'm sorry. Dans ce deuxième exemple, là il y a plusieurs exemples sur des épisodes à suivre. Toujours, je voulais insister sur cette régularité. C'est vrai que quand on parle d'influence, on peut parfois se mettre dans un événement particulier, dans une campagne particulière. On va choisir une égérie pour sa campagne ou autre, et on est aussi dans une logique de combien de temps on va utiliser cet ambassadeur ou cette égérie et comment on arrive à renouveler la proposition, à la faire durer dans le temps et à avoir une envie un peu de suivre cet ambassadeur ou ses incarnations sur le long cours. Ici, on a un exemple de Marc Jacob qui a lancé une campagne qui s'appelle Staycation avec Doja Cat, et on est vraiment sur une sorte de voyage nostalgique dans les années 2000. Ça fait un peu mal de dire nostalgique associé à 2000, ça nous fait un petit coup de vieux, mais c'est comme ça. Avec vraiment beaucoup d'énigmes, beaucoup de vibrations très new-yorkaises. On est sur une collaboration qui est complètement, là encore, inspirée d'une véritable création de film. On n'a que des exemples ici qui s'inspirent énormément du monde de la série, du monde cinématographique ou du monde de la culture, à part peut-être Uber Eats. On a Saint Laurent, pareil, qui de plus en plus est sur des contenus extrêmement culturels avec sa
sa propre société de production, mais ici, on a Saint-Laurent aussi, qui a voulu rendre hommage à Monsieur Yves Saint-Laurent avec aussi un clin d'œil à Proust dans À la recherche du temps perdu, où on est sur une production qui s'appelle As Time Goes By. Et là aussi, on est vraiment plus que sur le choix d'une incarnation, sur créer un univers dans lequel on plonge complètement avec le personnage ou l'égérie qu'on a choisi, et dans une vraie production de contenu complètement cinématographique qui nous permet, là encore, de rentrer dans un univers, soit d'une collection, d'une campagne, ou dans un univers de marque plus régulièrement. Et on a l'exemple aussi de Prada, où c'est assez intéressant. Au-delà de choisir des égéries plutôt inaccessibles, là pour le coup, on est plutôt sur classiquement des égéries à très très forte notoriété. Ils ont créé une sorte de hotline pour proposer aux gens de discuter avec ces égéries, de discuter avec ces incarnations. Donc on trouvait ça aussi intéressant, parce qu'on en a pas mal parlé la dernière fois, de venir jouer encore une fois sur le contraste entre du macro ou de l'égérie vraiment intouchable, à très forte notoriété, mais en même temps venir créer un format, ou en tout cas une originalité dans la proposition, qui vient créer de la proximité ou qui vient créer de l'affinité relationnelle avec la marque. Et sinon, toujours cet exemple de Uber Eats avec son frais de livraison, qui est complètement, là aussi, dans le running gag, et à force de le réutiliser, c'est vraiment la récurrence qui fait l'originalité de la proposition, au-delà du choix improbable d'incarnation. Mais on est vraiment là encore sur le rythme qui va donner de l'originalité à la stratégie d'incarnation de la marque. Et c'est pour Un ça. autre exemple, juste après. Alors, Ouais. attends, avant de passer à l'exemple Ouais, juste vas-y, après, ce que pardon. je disais pour faire écho à ce que tu dis, c'est que la stratégie d'influence ou d'incarnation, finalement, elle dépend aussi quand même beaucoup de la stratégie de social media et du traitement du contenu. Et en fait, le compte Instagram, ou en tout cas les réseaux sociaux de la marque, c'est aussi une source d'incarnation, d'une voix, d'un format. Et c'est cet écosystème qui fait que ça va faire résonner, que ça va permettre à la marque d'aller plus loin, d'aller parler à ses communautés. Et c'est là où ce côté épisode, création de contenu dédié avec le bon ambassadeur, la bonne incarnation, qui va justement permettre d'être différenciant et d'aller toucher un peu tous les points de contact de la marque. Et on a un autre exemple ici de On Running. Là, on voulait highlighter le fait que quand on parle d'incarnation ou d'ambassadeur, effectivement, la plupart du temps, on est plutôt sur un choix de cohérence, d'essayer de créer un fil rouge, on l'a vu, d'essayer de créer une récurrence. Parfois, pour des raisons stratégiques, on peut être complètement sur quelque chose de différent. Ici, sur On Running, on vous a fait quelques captures. C'est évidemment pas exhaustif. Mais là, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi avoir des choix de collaboration très, très, très diversifiés, pour simplement s'inscrire dans la pop culture et montrer qu'on est une marque qui vraiment a des références et des influences très, très variées. C'est une autre appropriation des incarnations, qui vient jouer sur des mondes de la pop culture complètement différents en termes de réalisation, en termes de choix des ambassadeurs ou des personnalités. On est vraiment là-dessus sur tous les univers du running, pour adresser aussi bien le runner performance que le runner du dimanche. On voit ici plutôt cette intention de la marque de montrer qu'ils sont très ancrés dans l'univers culturel du moment, même si c'est plus tellement nécessaire de le prouver. Mais là encore, on passe d'un Zendaya sur une des campagnes de On Running, qui va être dans un univers complètement rétro-futuriste, un peu film de science-fiction, le plus cool jamais réalisé. Et puis, sans transition aucune, on va être sur la chanteuse FKA Twigs, pour célébrer le mouvement du corps dans une espèce d'œuvre d'art, quelque chose de beaucoup plus poétique, artistique, là encore toujours avec quelque chose d'assez surprenant en termes de réalisation. Et sans transition encore, on est sur l'égérie du très doux Elmo dans une autre campagne. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucun lien entre les trois, à part le lien d'être différentes références pop culturelles qui sont en général finalement assez miroirs de la communauté qu'on souhaite adresser, qui est extrêmement diversifiée aussi dans ses choix culturels. Donc ça inscrit la marque dans cette capacité à être extrêmement agile et à finalement être assez versatile en termes d'univers. You can do anything. You can be anyone. The crew's ready. Gotta put the work in, work out. Who are you talking to?
Me? 5 seconds and counting. 4, 3, 2, 1. Zone Dreamers. In all space and time, where every eventuality lies just out of reach. Là aussi, on voit qu'il y a vraiment, en termes de réalisation et de création, des choses qui sont extrêmement poussées et qui surfent sur des créations assez artistiques. Le dernier exemple, non, l'avant-dernier, pardon, on en a encore un après. L'avant-dernier exemple, c'était aussi pour montrer quelques choix surprenants d'égérie ou d'incarnation. Ami notamment, que vous avez déjà dû voir passer, qui choisit des gens extrêmement connus, mais à chaque fois, on trouve que c'est des choix assez originaux qui viennent raconter une histoire. Souvent, ça permet de tirer le fil sur toutes les raisons pour lesquelles ils ont choisi telle ou telle égérie de Whoopi Goldberg ou de la célèbre Monsieur Sheffield, l'actrice de cette vieille série qui est extrêmement engagée pour la cause féminine notamment. Donc, on est vraiment sur une marque qui va choisir des personnalités pour leur notoriété, mais aussi pour leurs valeurs, pour tout le fil qu'on peut tirer en termes de storytelling, en termes de partage de valeurs, en termes de conviction. Et on est sur parfois des choix un peu plus surprenants, comme on a ici sur Marc Jacobs. Je crois qu'on a la vidéo qui se lance sans son. Parfait. Où là, on s'associe à des influenceurs peu orthodoxes, on va dire, qui sont beaucoup plus dans un choix de controverse pour jouer sur l'humour et pour tourner un peu dans l'autodérision, la critique de la figure, encore une fois, de l'influenceur. Ici, sur cet exemple, on est vraiment avec Marc Jacobs sur l'américaine Nara Smith, qui a 23 ans, qui est considérée par certains comme une figure de proue de la très controversée tradwife. Et donc, on voit cette femme qui fait la cuisine en version très wife traditionnelle, mais finalement complètement tournée à l'autodérision, puisqu'elle fait la cuisine qui se transforme dans un sac Marc Jacobs. Là aussi, on est plutôt sur un choix vraiment de provocation, de créativité et de surprise. Et c'est là où ça nous intéresse aussi, c'est vraiment de montrer qu'en termes d'incarnation, on est toujours sur la motivation, le levier, l'intention qu'on souhaite avoir derrière, beaucoup plus que uniquement choisir la puissance de notoriété de l'égérie qu'on va choisir. Et je passe directement au dernier parce que je vois qu'on est un peu tard. Le dernier, c'était juste un petit clin d'œil où ici, on est sur en 2023, on a, à la demande de Pharrell Williams, qui était donc au poste de directeur de la création de Louis Vuitton déjà, un Finsta de Louis Vuitton. Donc, on donne cette sensation d'être un peu les happy few qui ont accès aux coulisses de la marque avec la création d'un compte Instagram, soi-disant d'insider, qui vous montrerait en exclusivité les coulisses. Donc, on joue un peu sur le fake insider, pas vraiment en tout cas la figure et la prise de parole officielle de la marque, qui mélange là aussi tout, où on vient jouer sur des choix d'incarnation assez originales et plus surprenantes sur ce compte. On est peut-être un peu plus libre au niveau de la créativité par rapport au compte officiel de la marque. En tout cas, on joue sur un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette présentation, des leviers plutôt affinitaires, des leviers un peu de surprise, de créativité, et on joue vraiment sur une sorte de faux compte d'influenceurs plus vrai que nature qui donne la sensation d'avoir accès aux insiders de Louis Vuitton. Voilà les trois grandes dynamiques qu'on voulait traiter aujourd'hui. Donc, cette idée de choisir son incarnation pour des leviers plutôt de crédibilité, des leviers plutôt rationnels ou d'expertise, des leviers affinitaires ou des leviers de créativité, de surprise, et d'aller vraiment encore plus loin pour sortir de sa zone de confort. On voit sur ces différentes intentions que l'idée d'un choix d'incarnation n'est pas qu'une affaire de format, n'est pas qu'une affaire de casting, c'est vraiment encore une fois un levier stratégique et une affaire d'intention par rapport à la marque, à un moment donné pour renouveler certaines de ses facettes, pour venir connecter avec une nouvelle cible que la marque voudrait adresser, pour lancer un nouveau produit, stretcher, etc. son univers de marque. C'est vraiment comme ça en tout cas qu'on le considère chez Rébellion. C'est vraiment d'accompagner nos clients pour voir quel est l'objectif de notre choix d'incarnation et comment on peut choisir au mieux en fonction de cette intention et en fonction de cet objectif, l'incarnation qui colle évidemment aux tendances, qui colle évidemment au levier affinitaire de la communauté qu'on souhaite adresser.
J'espère que ça vous a plu et on vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Remarques. On a plein de sujets sur le feu et peut-être qu'on vous sollicitera pour vous demander celui que vous préférez pour le prochain épisode. Merci à tous.